Merci au sponsor d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. Plus d'informations à la fin de la vidéo. Le 6 avril 2012, en fin de journée, un 4x4 s'arrête devant le poste de police d'une petite ville en Afrique du Sud. Un adolescent couvert de sang et visiblement très secoué en sort, avant de prononcer des mots glaçants. Ils sont tous morts. Dans ce nouvel épisode de HVI, je vous raconte la terrible histoire des meurtres de la ferme de Kriegvastad. Générique. L'affaire d'aujourd'hui prend place en Afrique du Sud et plus précisément dans la vaste province de Northern Cape. C'est la plus grande province du pays, mais aussi la moins peuplée, parce qu'elle est composée surtout de terres arides où, disons-le franchement, les conditions de vie sont assez difficiles. Les locaux sont donc essentiellement des fermiers qui forment des communautés conservatrices et la plupart ne parlent que l'afrikaans, une langue germanique issue du néerlandais. Nous sommes en 2012 et dans cette province, contrairement à ce qu'on peut constater dans le reste du pays, le taux de criminalité est très bas. En vérité, le seul problème récurrent que rencontrent les habitants du coin, ce sont les attaques de ferme. Les exploitations sont souvent très isolées et les familles n'ont aucun voisin à des kilomètres à la ronde, ce qui en fait des cibles de choix pour les voleurs qui, généralement, ne laissent pas de témoins. Mais bon, je vous rassure, ces attaques restent rares et en dehors de ça, la vie dans la province est plutôt paisible. À l'image de la province dans laquelle elle se situe, la petite ville de Kriegvastad ne fait pas exception à la règle, et c'est parmi les quelques 6500 âmes qui la peuplent qu'on peut trouver la famille Steenkamp. Elle se compose de Dion, 44 ans, sa femme Christelle, 43 ans, et leurs deux enfants, Martella, 14 ans, et Don, 15 ans. Ils habitent Nooek, une ferme parmi les 5 appartenant à des membres de la famille Steenkamp, qui vit sur ces terres depuis maintenant 3 générations. Dion et Christelle sont très respectés au sein de leur communauté en raison de leur investissement auprès de leur église, dans leur activité agricole et plus généralement de leur gentillesse. Bref, ce sont des gens respectables et sans histoire qu'on serait a priori tous ravis d'avoir pour voisins. Le 6 avril 2012, la soirée commence tranquillement à la ferme. Il n'est pas encore 18h30, tout le monde est rassemblé au salon et vaque à ses occupations. Dion et Martella regardent ensemble un feuilleton télévisé sur le canapé, alors que Christelle est à côté sur l'ordinateur. Don, lui, décide de sortir pour se rendre à la remise qui se trouve à l'extérieur de la maison parce qu'une lampe de chasse a besoin d'être réparée. Il trouve les portes partiellement ouvertes et ne se pose pas plus de questions sur le moment, d'autant plus qu'il est en train d'essayer d'appeler un ami au moment où il pousse les portes, justement. Son ami ne lui répond pas et Don commence à s'atteler à ce qu'il était venu faire dans la remise quand soudain, il entend un coup de feu qui semble avoir été tiré dans la maison. Il est très surpris, mais immédiatement il se dit que c'était peut-être accidentel. La famille possède de nombreuses armes et tous savent plus ou moins s'en servir. Malheureusement, quand une nouvelle détonation retentit, l'adolescent comprend que quelque chose ne va pas et la peur l'envahit. Il se cache derrière des placards et, tétanisé, attend une dizaine de minutes puis se décide à sortir de la remise pensant que, peu importe qui a tiré les coups de feu, il doit être parti maintenant. En tout cas, il n'y a plus un seul bruit depuis un moment. Il court en direction de la maison et à l'intérieur, c'est une vision d'horreur qui s'offre à lui. Son père et sa mère gisent, allongés face contre terre, dans une mare de sang. Martella est appuyée sur sa jambe et son bras droit, et en voyant Don qui se précipite vers elle, elle tente de se relever brièvement avant de s'effondrer en l'attrapant. L'adolescente est couverte de sang, et elle a beau avoir seulement 14 ans, elle semble se rendre compte qu'elle a été mortellement touchée. Visiblement terrifiée, elle dit à son frère qu'elle sait qu'elle va mourir, et qu'elle l'aime, avant de perdre connaissance dans ses bras, puis de rendre son dernier souffle. Don pose alors le corps de sa sœur au sol, avant de monter à l'étage pour enlever son t-shirt qui est imbibé de sang, et de ressortir pour aller chercher de l'aide. Il se dirige vers la remise, où se trouve le 4x4 de son père, quand il entend de nouvelles détonations, moins fortes que les premières. Une fois n'est pas coutume, il se cache au même endroit que lorsqu'il avait entendu les précédents coups de feu, en espérant que personne ne l'ait vu entrer et sortir de la maison. Après quelques minutes de silence total, Don s'installe au volant du véhicule de son père et démarre à toute vitesse en direction du portail de la ferme. Au niveau de ce dernier, sur le bas-côté, près d'un buisson, il remarque deux armes qu'il ramasse
avant de reprendre son chemin vers la résidence des ouvriers agricoles qui se situe sur l'exploitation. Ils s'arrêtent non loin de leur maison et leur crient de se cacher parce qu'il y a des attaquants dans la ferme avant de remonter dans le 4x4 pour rejoindre Grigvastad à 8 km de là. À 18h50, il arrive enfin au poste de police et rapporte ce qu'il s'est passé à l'officier de garde incrédule qui vient de voir un adolescent de 15 ans couvert de sang passer les portes du commissariat. À Grigvastad, il ne se passe pour ainsi dire jamais rien et l'attaque de la ferme de la famille Steenkamp est tout, sauf ce à quoi s'attendaient les forces de l'ordre de cette toute petite ville. Surtout un vendredi en début de soirée. L'officier téléphone immédiatement à ses supérieurs et permet à Don de se laver les mains, les bras et les jambes. Le pauvre garçon a du sang de partout et présente des griffures au niveau du cou que sa sœur lui a faites quand elle s'est accrochée à lui. Son témoignage est bouleversant et l'urgence est absolue. Une équipe est envoyée très rapidement sur les lieux. Mais en arrivant sur place, les policiers vont découvrir une scène de crime bien pire que ce à quoi ils s'attendaient. Dans la maison comme à l'extérieur, il y a vraiment beaucoup de sang et les 3 victimes présentent toutes d'importantes blessures par balle à la tête, mais aussi au niveau du corps. C'est simple, le ou les attaquants semblent s'être acharnés sur Dion, Christelle et Martella. Pour cette petite communauté soudée, la priorité est d'offrir un enterrement digne de ce nom aux membres de la famille Steenkamp qui ont perdu la vie, mais aussi de soutenir Don qui, rappelons-le, est le seul survivant et vient de tout perdre à seulement 15 ans. Dans les jours qui suivent, tout le monde se rassemble solennellement pour rendre un dernier hommage à ses parents et à sa sœur, mais parallèlement, la scène de crime qui a été analysée soulève pas mal de questions. Certains éléments s'avèrent assez troublants et alimentent les discussions au sein des rangs de la police comme parmi les habitants du coin. Parce que dans la région, tout le monde connaît les attaques de ferme et sait que le but de ceux qui les initient est toujours de faire main basse sur des objets de valeur. Or, à Neuhoek, rien n'a été volé. Les téléphones, les ordinateurs, le sac à main de Christelle et même un portefeuille contenant de l'argent liquide et des cartes bancaires ont tous été laissés sur place, alors qu'ils étaient pourtant bien en évidence. Le coffre, qui contenait des armes et des munitions, était ouvert, mais rien n'a été touché. En fait, la maison ne semble pas avoir été fouillée du tout, et les voitures qui étaient garées dans la remise sont toujours à leur place elles aussi. Aucune trace d'effraction n'a été relevée non plus. Il apparaît que personne n'est entré sur la propriété sans y avoir été invité, ou même ne l'a fui dans la précipitation. Et le fait que, sur la scène de crime, seules les empreintes des membres de la famille aient été retrouvées, tente également à confirmer l'absence d'intrus. Don est aussi particulièrement chanceux de s'en être sorti totalement indemne. C'est très inhabituel dans le cadre d'une attaque de ferme, parce que les personnes qui commettent ce genre de crime sont bien connues pour faire en sorte, généralement, de ne laisser aucun survivant. Devant tant de questions sans réponse, la police décide de faire une reconstitution du déroulé de l'attaque selon le timing qui a été rapporté par Don. Et là, disons que ça coince un peu, parce que l'adolescent affirme que l'attaque a débuté avant 18h30, sans pour autant qu'il ne puisse préciser quand exactement. Le truc, c'est que le dernier message envoyé par sa mère depuis son téléphone indique qu'à 18h34, elle était encore en vie. Don étant arrivé au commissariat à 18h50, tout ce qu'il a rapporté aurait dû se produire en seulement 16 minutes au maximum, et ça, c'est tout simplement impossible. Ceci dit, une confusion concernant le déroulé des événements ne serait pas surprenante. L'adolescent vient de subir un énorme traumatisme, et ça peut tout à fait expliquer qu'il se mélange les pinceaux sur le timing. Après tout, quand on est en proie à une telle terreur, la priorité, c'est vraiment pas de regarder sa montre, et avec le choc, les souvenirs peuvent facilement manquer de précision. Mais ça n'explique en rien l'absence de traces d'effraction, parce que si le ou les voleurs n'ont pas forcé l'entrée, ça signifie qu'ils se sont introduits dans l'habitation quand la famille était là, sans que personne ne les remarque. Le problème, c'est que, rappelez-vous, avant les faits, les 3 victimes étaient rassemblées au salon et, vu la façon dont la maison est agencée, il est très peu probable qu'un intrus ait pu y entrer discrètement. Dion, Christelle et Martella auraient forcément entendu quelque chose. Et c'est d'autant plus vrai que les Steenkamp avaient des chiens qui aboyaient systématiquement lorsque des inconnus s'approchaient. La seule théorie crédible finalement, c'est que les intrus soient entrés quand la maison était encore vide, mais toute la famille était à l'intérieur depuis déjà 45 minutes quand l'attaque a eu lieu. Alors, même si ça reste possible, je sais pas vous, mais moi j'imagine mal des cambrioleurs pénétrer sans trace d'effraction dans la maison, se cacher,
puis patienter sagement 3/4 d'heure avant de passer à l'action, surtout pour repartir ensuite les mains totalement vides. Il est maintenant assez clair que les choses n'ont pas pu se passer comme Don le prétend, et les enquêteurs commencent à le regarder avec un œil beaucoup moins compatissant. Leur but maintenant, c'est de comprendre ce qu'il s'est réellement produit le 6 avril 2012 à Noé. Vous l'avez compris, tout le monde refusait jusque-là de considérer Don comme suspect dans le cadre de cette affaire. La plupart des gens du coin, y compris ceux qui travaillent sur l'enquête, l'ont vu grandir et c'était juste impensable pour eux d'envisager cette option. Mais le nombre d'incohérences qui existent entre son témoignage et la scène de crime ne plaide pas en sa faveur. Surtout étant donné qu'en plus, il est incapable de fournir la moindre piste exploitable à la police. Don dit n'avoir pas vu le ou les responsables de l'attaque, tout en étant l'unique témoin. Et là encore, ça paraît assez improbable qu'il n'ait rien vu. Je vous explique pourquoi. Les traces de sang présentes à l'extérieur de la maison semblent indiquer que l'un des membres de la famille est sorti par la porte de derrière, sûrement pour tenter d'échapper à son agresseur. Or, depuis l'endroit où l'adolescent dit s'être caché à 2 reprises, on a une vue directe sur l'arbre au pied duquel la personne blessée s'est arrêtée. Il est donc très surprenant qu'il n'ait pas au moins aperçu l'un des auteurs de l'attaque, qui a probablement suivi sa victime dehors, d'autant plus qu'il ne faisait pas encore nuit à ce moment-là. D'ailleurs, Don n'a jamais mentionné que quelqu'un était allé à l'extérieur du tout, alors que, comme je vous le disais, des traces de sang y étaient visibles, au sol, comme sur les murs de la maison. Et si ça commence déjà à faire beaucoup de faux raccords, ça n'est pas tout, ce qui n'a aucun sens dans le récit de l'aîné de la famille. Il ne semble même pas avoir vérifié si ses parents étaient encore en vie après être entrés dans la maison. Et à aucun moment il n'a tenté d'appeler les secours ou la police, alors même qu'une trace de main ensanglantée se trouvait sur le téléphone fixe et qu'il avait son portable sur lui. Don a affirmé que Martella était encore consciente quand il l'a trouvée. Pourquoi ne pas lui avoir demandé qui étaient ses attaquants ? Évidemment, quand on le met face à ces incohérences, il répond simplement qu'il ne sait pas, qu'il ne s'en rappelle pas, ou met sa confusion sur le dos du choc. Mais s'il était dans un tel état de choc, est-ce que ça vous semble logique que la priorité pour lui, ça a été d'aller à l'étage pour changer de t-shirt ? Si des intrus venaient de s'en prendre violemment à ma famille, je suis pas persuadé que c'est ce qui me serait venu à l'esprit en premier, personnellement. Et le pire reste à venir parce que ce n'est pas l'analyse du contenu du téléphone de Don qui va donner plus de crédibilité à son témoignage. Au contraire, il se trouve qu'un échange que l'adolescent a eu peu après les meurtres de ses parents et de sa sœur attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Quand l'un de ses amis l'interroge sur l'identité des suspects dans le cadre de l'affaire, Don lui répond qu'il est le seul. La personne finit par lui demander s'il n'y a pas une preuve qui puisse incriminer quelqu'un d'autre et se voit affirmer que, je cite, « Non, ils ne trouveront personne d'autre ». Comme si Don était sûr de lui, et surtout du fait que c'est totalement impossible que la police trouve un second suspect. Bon, vous allez me dire, d'accord, ok Rafu, c'est vrai que tout ça c'est très bizarre, mais si c'est vraiment Don qui a tué sa famille, du coup c'était quoi son mobile ? Parce que oui, il est difficile de trouver une raison pour laquelle un adolescent de 15 ans voudrait commettre un tel massacre. Mais il y a encore une information que je ne vous ai pas donnée. C'est ce dernier élément qui apporte un début de réponse concernant le mobile, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment dérangeant. Avant l'enterrement des victimes, une autopsie avait été demandée et les résultats de celle de Martella présentent une anomalie particulièrement dérangeante. Il apparaît que l'adolescente d'à peine 14 ans avait été violée 24 à 48 heures avant son décès, une information qui n'a pas été rendue publique immédiatement. Don nie évidemment être responsable de son agression. En fait, depuis le départ, sa version est restée à peu près la même et tout porte à croire qu'il n'en changera pas. C'est finalement le 21 août 2012, soit plus de 4 mois après les faits, que l'adolescent est arrêté et inculpé des meurtres de son père, de sa mère et de sa sœur, mais aussi inculpé d'obstruction à la justice pour avoir inventé une attaque de ferme qui n'a jamais eu lieu. Le juge autorise la libération de Don sous caution en attendant son procès, parce qu'en raison de son jeune âge, il souhaite qu'il puisse poursuivre sa scolarité le plus longtemps possible. Il réintègre alors brièvement l'établissement où il était scolarisé, et son comportement se révèle, encore une fois, vraiment bizarre. Avant les faits, c'était un garçon discret, timide, voire même effacé,
Et à présent, ça n'a plus rien à voir. Don est comme transformé, mais pas dans le bon sens du terme. L'attention dont il bénéficie de la part de ses camarades de classe à cause de l'affaire semble lui donner fortement confiance en lui, au point qu'il en joue, jusqu'à se montrer presque arrogant. Ses proches, qui sont les seuls à croire encore en son innocence, ont beaucoup de peine à s'expliquer ce changement radical d'attitude, alors même que Don est censé être traumatisé et toujours en deuil. Mais heureusement, tout ça prend rapidement fin parce que l'établissement décide finalement de ne pas réintégrer l'adolescent face à la grogne des parents d'élèves qui ont peur pour leurs propres enfants. Entre-temps, une nouvelle charge est ajoutée à la liste de celles qui pèsent déjà contre lui, et Don Steenkamp est à présent formellement inculpé du viol de sa sœur Martella, 14 ans. Concernant les événements du 6 avril 2012, l'analyse de la scène de crime et les preuves qui y ont été récoltées ont permis à la police d'avoir une idée plus précise de ce qu'il s'est réellement passé. Et le déroulé diffère grandement de celui avancé par l'accusé. Selon les autorités, Don a d'abord tiré sur sa mère, Christelle, qui était dos à lui, ce qui l'a laissé face contre terre, totalement paralysé. Il s'est ensuite attaqué à sa sœur, Martella, qui a pris une balle dans la poitrine, mais a réussi à sortir par la porte de derrière. La troisième victime de Don était son père, Dion, qui, au vu de l'emplacement de son corps, se dirigeait probablement vers son fils, dans le but d'essayer de l'arrêter, avant d'être laissé lui aussi paralysé par 2 coups de revolver. Après ça, l'adolescent a suivi les traces de sang au sol, jusqu'à retrouver Martella qui s'était assise contre un arbre à l'extérieur. Il lui a tiré à nouveau dessus, cette fois dans la tête, puis lui a asséné des coups à l'aide d'un objet contondant que la police suppose être la crosse du revolver qu'il avait en main. La quantité énorme de sang retrouvé sous l'arbre indique que l'adolescente de 14 ans était à ce moment-là très grièvement blessée, mais il semblerait qu'elle ait malgré tout réussi à se relever. Quand son frère l'a laissée pour aller chercher une autre arme, elle est tant bien que mal retournée à l'intérieur de la maison pour tenter d'appeler à l'aide, d'où la trace de main ensanglantée présente sur le téléphone fixe. Malheureusement, elle n'en a pas eu le temps, parce qu'elle a perdu connaissance avant que Don ne revienne avec un fusil pour achever ses 3 victimes d'une dernière balle dans la tête. Le t-shirt ensanglanté laissé à l'étage de la maison s'avère être une preuve accablante à lui tout seul. En effet, certaines gouttes de sang de Martella, dont il est taché, sont des projections qui ne peuvent être dues qu'à des coups de feu tirés sur elle à très courte distance. Il est donc totalement impossible que Don ait simplement pris sa sœur mourante dans ses bras, comme il l'a d'abord affirmé. Le scénario le plus probable aux yeux de la police, c'est que l'adolescent de 15 ans a agressé sexuellement sa petite sœur, puis qu'il a ensuite décidé de tuer toute sa famille pour échapper aux conséquences de son acte. Le 13 août 2014, Don Steenkamp, qui a 18 ans depuis peu et qui avait été reconnu coupable de toutes les charges qui pesaient contre lui quelques mois auparavant, voit sa sentence tomber. Il écope de 20 ans d'emprisonnement, une peine que beaucoup trouvent légère, mais qui est due au fait qu'il était encore mineur au moment des faits. Pendant son procès, Don était assez silencieux, il s'en est tenu à sa version et n'a exprimé ni regret, ni émotion. Il est pourtant à noter que la psychiatre qui l'a examiné a affirmé qu'il ne présente aucun signe de psychopathie. Le juge Franz Gomo, quant à lui, a dit, je cite, que s'il y a vraiment eu une attaque de ferme le 6 avril 2012 à Nohawk, c'était sûrement la plus stupide jamais recensée. L'adolescent a depuis fait appel du verdict de son procès et de sa condamnation, qu'il juge totalement inapproprié, et le dernier article publié à ce sujet, qui date de 2021, révèle que la procédure était toujours en cours à ce moment-là. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de douter de sa culpabilité? Je vous laisse me donner votre opinion en commentaire. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cet épisode de HVI. CyberGhost, c'est un VPN, Virtual Private Network, qui permet plusieurs choses. D'abord, ça permet de masquer votre adresse IP en redirigeant votre trafic via un tunnel VPN sécurisé, ce qui vous permet de protéger votre activité en ligne et empêcher des personnes mal intentionnées de subtiliser vos données personnelles. Particulièrement pratique pendant les vacances, quand, comme moi, vous n'êtes pas à la maison, et donc vous vous connectez beaucoup depuis des réseaux Wi-Fi publics. Ça vous permet aussi de débloquer le contenu géorestreint. Par exemple, et pour ne citer que, le choix de documentaires True Crime sur Netflix est bien plus important sur le catalogue US. Du coup, en juste quelques clics, vous pouvez vous connecter sur un des serveurs américains de CyberGhost VPN, et comme ça, vous n'aurez plus aucune limitation due au pays où vous vous trouvez. Et pour les fans de Formule 1, vous pouvez suivre l'intégralité de la saison en français et gratuitement en vous connectant à la Belgique pour accéder à la chaîne RTBF. Niveau fiabilité, CyberGhost n'a plus rien à prouver, c'est l'un des meilleurs VPN du marché,
avec plus de 38 millions d'utilisateurs, plein de sites spécialisés qui en font les louanges, et il bénéficie d'une excellente notation sur Trustpilot. Cerise sur le gâteau, vous pouvez le tester sans souci avec la garantie 45 jours, satisfait ou remboursé. Donc si, par exemple, vous ne vouliez vous protéger que pendant cet été pour vos vacances, eh bien, vous pouvez vous abonner et une fois de retour, annuler l'abonnement. Voilà. Après, moi je dis ça, j'ai rien. Et en parlant de bons plans, grâce à mon lien en description, vous bénéficierez d'une remise de 83% et de 4 mois offerts. Alors, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous protéger cet été. Merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cet épisode. Bonnes vacances à tous. On se retrouve le 31 pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme. Et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut.